La députée de Pierrefonds-Dollard. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis contente de me lever en cette Chambre pour parler sur le projet de loi C-45. Et j'aimerais en introduction mentionner, une fois de plus, je sais que je ne suis pas la seule à l'avoir fait, mais mentionner mon désaccord par rapport à la façon dont on procède sur un projet de loi comme C-45. Un projet de loi omnibus, mammouth, appelons-le comme on veut, mais reste le fait que dans ce projet de loi-là, de plus de 400 pages, on retrouve des éléments variés qui touchent différents domaines et on est contraint non seulement à avoir un seul débat sur cet immense projet de loi, mais en plus à voter une seule fois, à avoir un vote unique sur un projet de loi qui comprend des mesures tellement diversifiées. C'est à n'y rien comprendre, Monsieur le Président, de la part d'un parti qui se vantait d'être un parti transparent et qui mettait de l'avant la démocratie. Franchement, on se demande où sont ces vœux pieux aujourd'hui. Moi, comme parlementaire, je vais devoir voter une fois. Et il y a des choses, il y a des éléments dans ce budget, dans ce projet de loi-là, pour lesquels je suis en accord et ça me ferait plaisir de voter pour ces éléments-là. Mais malheureusement, il y a aussi plusieurs éléments qui, selon moi, sont incomplets, peuvent nuire, doivent être amendés sérieusement ou n'ont tout simplement pas raison d'être. Et je suis maintenant dans une position où je dois voter oui ou non sur une variété de sujets, sur une variété de modifications. Et ça, je trouve que c'est non transparent et c'est non démocratique. J'ai aussi entendu plusieurs de mes collègues dire « de quoi vous vous plaignez? De toute façon, tout ce qui est dans C-45 était déjà annoncé dans le budget. » J'aimerais franchement qu'on rectifie le tir, Monsieur le Président. C'est faux. Tout ce qui est dans C-45 n'était pas dans le budget. Arrêtons de mentir aux Canadiens ou aux Canadiennes, c'est honteux. Je peux juste vous donner quelques exemples. Par exemple, une modification dans C-45 qui touche le droit des producteurs de grains d'avoir accès à un processus d'appel. Je ne l'ai pas trouvé dans le budget principal présenté au printemps dernier. Même chose sur la loi de la protection des eaux navigables. Il y a des choses dans C-45 qui n'étaient pas annoncées dans le budget tel quel, clairement, et ça mérite sérieusement une étude approfondie. Maintenant, quand on est devant un projet de loi immense comme celui-là, il y a de la confusion, il y a des choses qui se passent comme on ne l'aurait peut-être pas prévu. J'aimerais aussi mentionner la proposition que les libéraux ont faite de séparer de C-45 les parties relatives au régime de pension. Et si on avait accepté cette proposition-là, eh bien, on aurait voté, oui, sur une partie qui concerne les pensions des députés, Monsieur le Président, mais aussi une partie qui concerne les pensions des travailleurs de la fonction publique et des gens des forces. Et puis, on aurait d'un même coup, d'un même vote, sans aucun débat, affecté les régimes de pension de plus de 450 000 Canadiens et Canadiennes, Monsieur le Président. Imaginez-vous comme on peut être méprisant de ces gens qui vont voir des modifications dans leur régime de pension sans même qu'on daigne leur accorder un peu d'attention, un peu de débat, un peu d'études. Ça aussi, Monsieur le Président, je trouve que c'est un manque de respect. Un manque de respect qui passe par une négligence de la démocratie et qui va affecter directement la confiance que les Canadiens peuvent avoir dans leur système parlementaire, mais aussi le sérieux qu'on peut démontrer, accorder à des questions aussi importantes pour autant de gens dans notre pays, Monsieur le Président. J'aimerais maintenant parler un peu plus en profondeur de cet aspect qui est annoncé dans C-45, c'est-à-dire la modification de l'âge d'accès aux pensions pour les travailleurs de la section publique. Rapidement, on dit, si vous êtes engagé à partir du 1er janvier 2013, eh bien, au lieu de recevoir vos pensions à 60 ans, vous les recevrez à 65 ans. C'est un gros 5 ans, ce n'est pas quelques mois, ce n'est pas quelques semaines, c'est quand même 5 ans, c'est majeur. Et puis, ces modifications-là, bien, elles ne sont pas vraiment justifiées. Ce qu'on dit dans le budget, c'est qu'on dit que c'est important pour la viabilité du programme de pension et que ce serait plus responsable. Et, Monsieur le Président, ces quelques mots, c'est loin d'être une justification suffisante pour un changement aussi important dans un programme de pension. La viabilité, Monsieur le Président, mais sur quoi est-ce qu'on se base? Peut-être qu'on a des vraies raisons de croire qu'il faut augmenter l'âge de pension. J'ai des doutes, mais je dis peut-être. Je laisse là un peu d'ouverture au débat et à la discussion. Mais franchement, on ne peut pas simplement dire la viabilité est attaquée, il faut couper, il faut reculer l'âge. Ce n'est pas suffisant. Moi, je veux voir des chiffres, je veux voir des études qui montrent que vraiment,
la viabilité est en danger en ce moment. Et je fais un parallèle facile, Monsieur le Président, avec les changements qui ont été annoncés dans la sécurité de la vieillesse. Plein d'études, des études d'experts non partisans montrent que la sécurité de la vieillesse telle qu'elle, âge d'accès à 65 ans, est viable à long terme. Bien sûr, on n'a pas besoin de faire des calculs très élaborés pour savoir qu'avec le vieillissement de la population, on va voir une augmentation des coûts. Oui, ça va coûter plus cher une sécurité de la vieillesse, un programme de pension publique comme celui-là, puisqu'on va avoir une plus grande proportion d'aînés. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas viable à long terme, Monsieur le Président? Bien sûr que non. Ce n'est pas parce que ça va coûter plus cher qu'on ne sera absolument pas capable de l'assumer, Monsieur le Président. Et puis, les experts font des analyses très poussées à long terme en prenant plusieurs facteurs en considération et affirment à l'unanimité que oui, la sécurité de la vieillesse est un programme qu'on peut se permettre de maintenir avec un âge d'accès à 65 ans. Maintenant, l'opposition a demandé à plusieurs reprises, moi-même, porte-parole pour les aînés, à plusieurs dizaines de reprises, j'ai demandé les chiffres, j'ai demandé les études, les rapports sur lesquels le gouvernement se basait pour affirmer que la viabilité de la sécurité de la vieillesse était en danger. Bien, Monsieur le Président, jusqu'à ce jour, je n'en ai vu aucun de valable, aucun qui justifiait vraiment de tels changements. D'ailleurs, le récent rapport du vérificateur général nous dit bien clairement qu'il y avait des chiffres, des études qui auraient pu être publiées, qui auraient pu donner des indices, des informations sur les raisons réelles d'une modification d'âge à la sécurité de la vieillesse. Et ça n'a pas été publié, malgré l'engagement du gouvernement en 2007 de publier de tels chiffres, malgré la recommandation du vérificateur général en 2011 de publier, encore une fois, un rapport sur la viabilité à long terme des finances publiques. Non seulement ça, mais on apprend même, dans ce rapport du vérificateur général paru tout récemment, la semaine passée, que le ministre des Finances ne possède pas nécessairement toutes les informations sur les répercussions à long terme de ces décisions. Il prend des décisions et par la suite, le ministère l'informe de quelles répercussions à long terme ces décisions vont avoir. Franchement, Monsieur le Président, il y a lieu de ne pas avoir confiance en les motifs qui soutiennent des changements tels que proposés par C-45, tels que proposés par le dernier budget des conservateurs. Donc, maintenant, ça clôt ma partie pour les pensions qui sont affectées dans le budget et dans C-45. J'aimerais parler d'un autre domaine relatif à l'épargne, à la sécurité financière des Canadiens et des Canadiennes, Monsieur le Président, les régimes de pension agréés collectifs. Beaucoup d'experts sont d'accord pour dire que les régimes de pension agréés collectifs, ça ne fait pas partie de la solution pour une sécurité financière des Canadiens et des Canadiennes, ça fait plutôt partie du problème. Oui, il y a quelque chose à faire, sérieusement, dès maintenant si possible, pour protéger la sécurité financière des retraités, Monsieur le Président. Mais ce qu'il y a à faire, ce n'est pas de mettre en place un autre régime d'épargne semblable à un REER ou à un CELI. Déjà, les REER, les CELI, les régimes d'épargne, eh bien, ce n'est pas tout le monde qui y contribue. Il y a toujours à ce jour énormément de gens qui ne peuvent pas mettre d'argent de côté en prévision de leur retraite. Mais qu'est-ce qu'un régime de pension agréée collectif va apporter de plus? Ce que ça va apporter de plus, Monsieur le Président, c'est la possibilité aux employeurs de fournir un soi-disant régime de pension. Je dis soi-disant parce qu'un REPAC, ce n'est pas un régime de pension, c'est un régime d'épargne. Mais en plus, ça va permettre aux employeurs de ne pas s'engager dans un régime de pension ou un régime d'épargne plutôt. Ça va permettre de mettre en place quelque chose qui fait en sorte que si l'employé veut contribuer, tant mieux pour lui, mais l'employeur, lui, bien, il n'en a rien à faire. S'il veut ne pas s'engager, il ne s'engage pas, un point, c'est tout. Ça, ce n'est pas une solution, Monsieur le Président. Énormément d'experts disent oui, il faut repenser nos régimes, notre système de régime de pension à prestations déterminées. Mais il faut aussi les protéger parce que c'est ça, en bout de ligne, qui va faire en sorte que les Canadiens et les Canadiennes vont être capables d'épargner pour leur retraite et vont être capables d'avoir un montant déterminé à leur retraite. Il y a des modifications à faire, il y a des réformes à faire pour améliorer, pour assurer la viabilité de ces régimes de pension, mais il faut les faire sérieusement.
Je pourrais en parler encore longtemps, Monsieur le Président. Je vois que mon temps achève. Bien sûr, un projet de loi de plus de 400 pages, on ne peut pas faire le tour en 10 minutes. Mais j'aimerais terminer quand même, Monsieur le Président, avec une ou deux phrases, simplement pour dire que si le ministre des Finances dit que l'austérité, c'est prudent, bien moi, je dis attention. Il ne faut pas croire que les coupures qui nous sont proposées ici sont nécessaires. Là, il y a vraiment un problème de démagogie, même de mensonge, si je peux dire. C'est la fin de temps, Ellie. Question et commentaire. The honorable member. Le député de Westmount, Ville-Marie. J'aimerais remercier ma collègue. Elle a parlé de la sécurité de la vieillesse, un thème très, très important, et elle a parlé du rapport du vérificateur général. Dans ce rapport, si je ne me trompe, on a comparé les coûts pour maintenir le système actuel, c'est-à-dire une retraite à 65 ans, avec le système qui est proposé par le gouvernement qui croit que ce n'est pas viable de maintenir le système actuel et où la retraite devient 67 ans. Et la différence entre les deux était de 0,3 du PIB. Certainement quelque chose qui n'indique pas que le système n'est pas viable. Pourquoi est-ce que vous pensez que le gouvernement nous dit que le système n'est pas viable quand on parle de 0,3 du PIB? La députée de Pierrefonds-Dollard. Je remercie mon collègue d'avoir repris un peu ce que j'ai dit plus tôt en disant que oui, au Canada, on peut assumer le vieillissement de la population et on peut maintenir un accès à la sécurité de la vieillesse à 65 ans. Donc, pourquoi est-ce que les conservateurs veulent reculer l'âge d'accès à 67 ans? C'est une excellente question. Si j'étais dans leur tête, peut-être que je pourrais. Si j'avais eu des documents qui m'expliqueraient pourquoi, peut-être que je pourrais l'expliquer. Mais jusqu'à ce jour, personne ne peut vraiment comprendre pourquoi on recule l'âge d'accès de la sécurité de la vieillesse à 67 ans. Pourquoi pas 66 ou 68? Pourquoi dans 10 ans? Pourquoi pas dans 7 ans? Quel impact ça va avoir? Quel coût on transfère aux provinces en ce faisant? Jusqu'à présent, toutes ces informations-là, Monsieur le Président, elles sont manquantes. Et ça, c'est complètement déplorable. Questions and comments. Questions et commentaires. Le député de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de son discours. Et je ne sais pas si elle peut nous parler de statistiques assez importantes. Premièrement, c'est au Canada qu'on a le ratio dette-PIB le plus faible parmi les pays du G7 et ça vient du FMI. D'après le FMI, nous serons un chef de file en matière d'économie au cours des quelques prochaines années et j'aimerais qu'elle nous dise ce qu'elle pense des plus de 800 000 emplois qui ont été créés à la suite de la récession mondiale et le Canada s'en est sorti dans une assez bonne posture. Monsieur le Président, j'apprécie les quelques chiffres que mon collègue m'a soumis, mais il faut toujours se rappeler que des chiffres hors contexte, Monsieur le Président, ça ne veut rien dire, ou plutôt on peut leur faire dire ce qu'on veut. Je pourrais aussi sortir le chiffre du directeur parlementaire du budget qui dit que l'austérité dans ce budget des conservateurs serait plutôt à l'origine d'une perte de dizaines de milliers d'emplois au Canada. Donc, on voit qu'il y a des chiffres qu'on peut se lancer comme ça d'un bord et de l'autre. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est faux que les coupures des conservateurs sont nécessaires. On nous sert à toutes les sauces que si on ne fait pas ces coupures-là, eh bien, on croulera sous les dettes, l'économie ira mal. Attention, c'est ce même gouvernement qui prive le Trésor fédéral de plusieurs dizaines de milliards de dollars en crédits d'impôt qui ne sont pas utiles. Alors, remettons les choses en perspective. Les coupures et le budget, c'est une question de choix, ce n'est pas une question d'obligation. Merci. Question et commentaire.